Bonjour et bienvenue à Esther aux Premières Loges. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un auteur prolifique, le plus lu de la francophonie, Éric Emmanuel Schmitt, qui est ici à Montréal pour sa tournée québécoise, pour sa pièce Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Bonjour, Monsieur Éric Emmanuel Schmitt. Bonjour. Merci beaucoup et bienvenue à Esther aux Premières Loges. Donc, vous êtes en tournée au Québec? Eh oui, ça me fait drôle d'effet de dire ça. Eh oui, je suis en tournée au Québec. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie d'avoir du public ici qui a envie de me voir. Oui. Vous êtes sérieux, là? Ah bah oui. Pour nous, c'est tellement évident. C'est tellement évident. Ben non, pour moi, c'est... Ah non, vraiment? Ah, vous savez, moi, le succès, c'est toujours une surprise. C'est pas dû. Alors, il faut s'en réjouir. Oui, donc, je m'en réjouis. Voilà, oui. Permettez-moi de m'en réjouir. C'est vraiment votre première tournée au Voilà. Québec que je parle. Exactement, oui, parce que j'ai joué à Montréal l'année dernière au Festival des Lumières. Puis j'avais aussi fait un spectacle sur Mozart. Et là, je joue un texte qui me tient énormément à cœur, qui est Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Mais d'ailleurs, j'ai une question sur ça parce que vous en avez beaucoup de pièces de théâtre, hein? C'est foisonneux, vous avez beaucoup de talent, on le sait, tout ça, nous, on le sait vraiment. et vous avez choisi cette pièce-là à produire ici au Québec. Ah oui, parce que je pense que... Enfin, moi, je dirais que j'ai besoin de l'entendre en ce moment. C'est vrai? Oui, parce qu'on est dans un monde qui se crispe, on est dans un monde où la peur passe devant parfois la volonté de s'entendre et de vivre ensemble. Et cette pièce, c'est un hymne à la tendresse, c'est un hymne à la bienveillance, c'est un hymne à la tolérance. Je l'ai écrit en 1999, dans un contexte totalement différent. À l'époque, le rapport à l'islam était un rapport d'ignorance, bon, comme aujourd'hui d'ailleurs, mais surtout un rapport d'indifférence. Aujourd'hui, le rapport à l'islam, il est un rapport de crainte, de peur, parfois de haine. Et c'est très très important pour moi de dire ne réduisez pas l'islam à ce qu'en disent certains crétins violents. L'islam est aussi une terre de sagesse, un ferment pour s'élever. Et dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim est musulman, soufiste, c'est-à-dire qu'il participe de cette très belle mystique, qui n'est pas appréciée d'ailleurs de tous les musulmans, qui a parfois été rejetée même. Il participe de cette très belle mystique poétique, où l'on prie en tournant. Vous savez, ce sont les derviches tourneurs. Oui. Et donc en 1999, mon texte, il était un voyage. Je prenais le lecteur par la main pour l'emmener dans un territoire qu'il ne connaissait pas. C'était une exploration. En fait, j'étais un peu comme Monsieur Ibrahim qui prend la main de Momo et puis qui l'emmène. Aujourd'hui, c'est devenu, je dirais presque un manifeste pour la bienveillance. Mon texte n'a pas changé, le contexte a changé. Et le contexte fait résonner le texte différemment. J'ai même l'impression plus fort. Oui, je comprends vraiment ce que vous voulez dire, mais est-ce que il me semble que c'est inspiré d'un vécu d'un de vos amis, non? Oui, j'ai écrit ce texte pour un acteur qui s'appelait Bruno Abraham Kremer. Et il y a des éléments dans le texte qui appartiennent à sa vie, de même qu'il y a des éléments dans le texte qui appartiennent à la mienne. J'ai vraiment fabriqué Monsieur Ibrahim à partir de mon grand-père. Ah, votre grand-père? Ah oui, quand je monte sur scène, c'est pour le faire vivre. Mais vous avez une descendance de musulmans? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais mon grand-père était un sage, comme Monsieur Ibrahim est un sage. Et vous savez, Monsieur Ibrahim, c'est un sage qui est reconnaissable de n'importe quelle culture. On n'a pas besoin d'être musulman pour le reconnaître comme un sage. Et mon grand-père, lui, il était athée, mais il était un sage reconnaissable aussi. Et il était comme Monsieur Ibrahim, il parlait très peu, mais alors c'était une parole d'or. Et quand il se taisait, ça avait aussi du sens. C'était un homme plein, voyez, et surtout plein de tendresse et plein d'amour. Et j'avoue que quand je monte sur scène, je le fais venir. Parce que vous savez, je ne sais pas ce que je fais quand je monte sur scène. C'est une autre de mes questions. Ah. Vous êtes auteur d'abord, d'après ce que j'ai compris. Vous avez commencé par écrire. Et bon, mis à part le fait que vous avez aussi réalisé, hein,
Vous jouez votre texte à vous. Ah, moi, c'est un peu arrivé par hasard, en fait. Enfin, est-ce que le hasard existe, Ah oui. hein? Il a la place qu'on lui laisse. En fait, un autre acteur jouait à Paris ce texte-là, et puis comme il est aussi chanteur, c'est Francis Lalanne, il avait signé des contrats, des galas, et donc il pouvait pas. Et on m'a dit, bah, remplace-le. Et j'ai immédiatement dit oui. J'ai eu 3 jours pour apprendre le texte. Bon, là, ça aide de l'avoir écrit. Mais quand même, non, c'est pas... Et puis j'ai eu 4 après-midi de répétition, et je suis monté sur scène. Et le public a été tellement merveilleux que je me suis dit, ah. Et surtout, ce que je découvrais, c'est que j'ai l'impression de me guérir de la solitude de l'écrivain. On écrit tout seul. Oui, tout à fait. Alors non, on n'est pas seul parce qu'on est avec les personnages, mais nous, on est les premiers à rire de ce qu'ils nous disent ou à être émus. Et en même temps, on se dit, est-ce que je suis pas fou? Est-ce que ça va faire rire quelqu'un d'autre ou émouvoir quelqu'un d'autre? Et là, tout d'un coup, ces personnages que j'ai d'abord eu en moi, au fond de mon cœur, que j'ai pour la première fois, il y a presque 20 ans, mis sur le papier, tout d'un coup, je reviens avec eux, j'ouvre mon petit théâtre intérieur et je les partage avec le public. Et le public vibre comme moi, il réagit comme moi. Ça, c'est une expérience, je dirais, de palpitation commune, une expérience de... On devient tous, la salle et moi, un orchestre symphonique. On joue ensemble. On joue ensemble de nos émotions. Une symbiose. Voilà. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de sublime. Ouais. En fait, c'est même pas bien, c'est plus que bien. Donc là, j'étais un peu mordu. Mais c'est avec ce texte-là. Je ne sais pas si je ferais autre chose. Et moi, je ne me sens légitime que parce que c'est mon texte. Ouais. J'ai la légitimité de la source. Oui, Voilà. tout à fait, c'est certain. Donc, vous avez joué uniquement ce texte-là dans votre vie de comédien? Oui, oh, bah, une fois j'ai fait un autre rôle pour la télévision, comme ça, parce qu'on me le demandait. C'était exactement le contraire de tout ce que je pensais, tout ce que je devais dire. Mais ça s'est bien passé, mais ça ne m'a pas... oui, ça s'est très très bien passé. Même les critiques ont été formidables. Alors, c'était un rôle secondaire. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est venir avec mes valeurs, avec mon humanisme et partager ça. Vous voyez, jouer en soi, ça ne m'intéresse pas. Mais vibrer avec toute une salle sur les mêmes valeurs, la même humanité que moi et aller avec le public dans une zone de tendresse où nous emmène M. Ibrahim, ça, j'ai envie de le vivre. Wow. Vous me touchez beaucoup. J'avoue vraiment. D'ailleurs, dans vos écrits sont marqués, puis personnellement, en fait, tout le monde va le dire, là, probablement que c'est ce qui fait que vous avez tant de succès, c'est que vous allez toucher des valeurs profondes et fondamentales et très intimes à tous les êtres humains. Tout à l'heure, vous parliez de votre grand-père dans sa sagesse. Je pense que justement, c'est quelque chose que vous faites beaucoup ressortir, la sagesse des gens ordinaires. Ah oui. Tout à fait. Oui, oui. Ah, c'est... Comment dirais-je? J'aime bien montrer ce que les gens extraordinaires ont d'ordinaire, et j'aime bien aussi montrer ce que les gens ordinaires ont d'extraordinaire. Wow. En fait, c'est ça qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'humanité, quoi. C'est l'humanité dans sa complexité. C'est un labyrinthe, l'humanité. Mais moi, j'ai pas envie de sortir du labyrinthe. J'ai envie d'explorer bien tout le labyrinthe, de rester le plus longtemps possible dans le labyrinthe pour en connaître tous les coins, ce qui est impossible. Ben, enfin, c'est l'histoire d'une vie. Voilà. En tout cas, moi, ma vie, c'est pas sortir du labyrinthe, c'est bien l'explorer. Tout à fait. Et puis, mais justement, vous l'explorez pour les autres, mais en l'explorant, vous allez dans votre fort intérieur, puis vous mettez la loupe sur des choses très intimes et très personnelles, et vous les faites sortir ensuite dans vos écrits. Ça prend énormément de courage pour révéler ces choses très intimes-là. Mais vous savez, souvent je ne me rends même pas compte à quel point c'est nourri de choses intimes. C'est après, quand je découvre l'œuvre ou quand je l'entends, je me dis, ah oui, c'est ça. En fait, vous savez, je crois que soit on est littéral, soit on est littéraire. Okay. Soit on est littéral, c'est-à-dire soit on dit tout. Toujours de soi dans la vie, on est direct, on est franc, on se connaît bien, et c'est très bien. Ouais. Soit on est littéraire, c'est-à-dire on dit pas tout,
on est très pudique. Et on est obligé de le dire à travers des histoires et des métaphores. Parce que, au fond, moi, comme je suis très, très, très pudique, mon mode d'expression, c'est justement les histoires, voilà. Mais en même temps, ça vient bien de mon cœur, donc voilà. Mais c'est fait en sorte que, au fond, je suis protégé par l'histoire. Donc, en fait, c'est irrigué par la sincérité et ce que j'ai vécu, mais en même temps protégé avec l'histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai pas de courage, comme vous dites, parce que ça me va comme processus. Je suis complètement là, mais un petit peu protégé. D'accord. Voilà. Par l'histoire. Voilà, par l'histoire, Ouais, je comprends par les bien. personnages. Vous savez très bien, quand on va dans un bal masqué, eh bien, dès qu'on a un masque, on a plus d'audace que jamais. Oui, c'est vrai. Hein, l'audace donne le masque, Ouais, le masque donne l'audace, quoi. Oui. Tandis que si on y va à visage nu, bon, bah, faut boire un bon coup, quoi. Tout à fait. Néanmoins, vous avez la capacité d'y aller. Oui, mais puis de l'envie, voir l'envie, le l'envie. désir, Oui, ouais. l'envie. Et puis, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai vu que votre milieu familial, c'était, vos parents sont des sportifs. Oui, Euh, de haut niveau. voilà, votre papa boxeur. Papa boxeur, champion universitaire, mais surtout ma mère, championne de France de sprint. Oh, pardon, j'étais pas au courant. Ah Bravo, oui, grande bravo. sprinteuse. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai commenté les Jeux Olympiques à la télévision cet été. Je commentais l'athlétisme, j'étais à Rio. C'est héréditaire, la passion de l'athlétisme chez nous. Et ma mère était vraiment une grande championne. Son record de France a mis 20 ans à être battu. C'est pour vous dire. C'était pas au courant. Wow, Voilà. vraiment? D'ailleurs, moi aussi, je courais vite. Oui. Je sais plus après quoi je cours maintenant, donc Peut-être que vous vous reposez un petit peu en même temps. voilà, je cours sur scène. Hein. Sûrement. Ceci dit, c'est pas le milieu familial conventionnel où on voit des artistes naître de grand niveau. Alors ça, je sais Oui. pas. Enfin, je sais pas. D'abord, il y a toujours un cliché sur les sportifs, c'est-à-dire on pense que c'est des gens pas cultivés. Mes parents sont des gens très cultivés. Bravo. Mes parents m'ont emmené tout petit au ballet, au concert, à l'opéra, au théâtre. Il y avait énormément de livres à la maison parce que mon père était un grand lecteur de littérature. Donc voilà, il se trouvait qu'ils avaient aussi, en plus, la passion du sport et le niveau. Mais c'était vraiment des gens de culture. Moi, je me sens totalement un fils. C'est-à-dire, d'ailleurs, je suis plus un fils pour leur aspect culturel que pour leur aspect sportif. Je trouve qu'ils ont fait du sport pour plusieurs générations. On va s'arrêter là. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis allé commenter les Jeux Olympiques pour France Télévisions. C'était aussi pour casser l'autre face de ce préjugé qu'un intellectuel ne s'intéresse pas au sport. Très intéressant. Voilà. Ouais. Non, il y a plein de gens qui sont complets, quoi. Enfin, qui sont riches, qui s'intéressent à des tas de choses. Ah, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on a tendance à cadrer quelqu'un dans un domaine puis on lui donne aucune laps Voilà. de possibilité de faire autre chose. Puis c'est d'ailleurs ce que vous faites dans vos écrits aussi. Vous décloisonnez les visions fermées. Ah oui. Je peux donner une grande sagesse à un petit épicier comme Monsieur Ibrahim, auquel personne ne prête attention. On lui demande juste de rendre la monnaie juste, quoi. Et en fait, c'est un grand sage. Aller au-delà des apparences. Voilà. Vous savez, Monsieur Ibrahim, ça se passe rue Bleue à Paris. Ben, la rue Bleue, elle n'est pas bleue. Et lui, c'est l'arabe du coin. En fait, il n'est pas arabe. Arabe, ça veut dire ouvert de 8h du matin jusqu'à minuit, même le dimanche dans l'épicerie. Et donc voilà, toujours aller au-delà des apparences. C'est merveilleux. Je trouve ça vraiment exceptionnel. En fait, je suis une fan. Il y a des interviews agréables parfois. Puis, en fait, c'est ça, vous faites une tournée québécoise, c'est votre première fois. On dit que vous avez une relation d'amour avec les Québécois. Ah oui, clairement. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah, clairement. Oui. Ah bah oui. Alors, je suis tout le temps là. Ouais. C'est vrai? Vous avez vu, depuis 20 ans, je viens très très souvent 2 fois par an. Oui, on est chanceux. Ouais, non, vous n'êtes pas chanceux, vous êtes ce que vous êtes. C'est pour ça, c'est attirant. J'adore comment dirais-je? D'abord, je trouve que c'est un pays où on sent une tolérance vivante, pas une tolérance condescendante. Ouais. Je trouve que c'est un pays bras ouverts. Enfin, c'est un pays qui a des valeurs qui me plaisent beaucoup. Et j'aime aussi la littérature canadienne parce que, y compris anglophone,
Parce que quand je la compare à la littérature des États-Unis, je trouve que votre littérature est féminine, alors que la littérature américaine est masculine. C'est très intéressant. Vous voyez Alice Munro, par exemple. C'est complètement pour moi le Canada, c'est-à-dire le territoire de l'intime, l'exploration de l'intime, de la subtilité, de l'ambiguïté. Oui, le féminin, c'est toujours plus ambigu et plus polymorphe et à plusieurs couches. Quand une femme vous dit oui, ça veut tout dire sauf oui, bien sûr. Tandis que quand un homme dit oui, alors ça veut dire uniquement une chose, oui. Et voilà, je trouve que dans votre pays, il y a à la fois une vraie franchise par rapport aux sentiments, mais aussi une vraie subtilité. Une vraie subtilité. Puis vous aimez, je me pose la question, vous aimez le caractère un peu naïf peut-être aussi des Québécois, qui en fait vient du cœur, qui crée l'ouverture. Et, oui. Et puis si vous voulez, alors moi j'adore la France et j'adore la Belgique, je suis belgo-français, mais quand je suis au Canada, je me sens beaucoup plus dans mon côté belge. Ah, c'est vrai? Ah oui, bien sûr, plus franc, plus naïf, comme vous dites. Alors que chez le français, vous savez, le français, il n'habite pas en France, il habite à Versailles. Il habite à la cour. Donc il faut... Ah mais c'est vrai. Pas trop bonne celle-là. Et voilà, donc attention, on contrôle les apparences, on contrôle ce qu'on dit, on dit les choses en fonction de ce qui va être répété, pas en fonction de ce qu'on a à dire, mais en fonction de ce qui va être entendu. Oui. Donc c'est comme ça un contrat. C'est intéressant aussi. Hein. Oui. C'est intéressant non, quand aussi. Même. Non. Bien, je suis pas en train de. Non, pas du tout. Mais c'est bien d'avoir les deux. Oui. Parce que parfois l'un repose de l'autre ou voilà. Et puis ça fait explorer le monde différemment. Oui, c'est vrai, tout à fait. Puis votre intérêt justement pour l'être humain, on voit ici que vous avez exploré tous les types. Moi, je pense en tout cas qu'au Québec, on est un peuple qui a quand même été gardé sous le coup de la religion pendant très, très longtemps. Oui. Ça nous a gardé, je dirais, une ouverture d'esprit d'une certaine façon et une fermeture sur certains aspects de la vie. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, je pense que vous êtes plus dans la fidélité que dans la foi. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité aux valeurs chrétiennes, aux valeurs évangéliques, et pas forcément la foi dans ces valeurs-là. C'est tout à fait ça. Voilà. Et c'est la position, par exemple, de mon ami le philosophe français André Comte-Sponville, qui se définit comme fidèle et pas croyant. Fidèle aux valeurs du christianisme, parce que sa morale reconnaît les principaux fondements, ouverture à l'autre, générosité, non-hiérarchie, etc., sans que ça soit articulé à une croyance en Dieu. Attaché, à une religion particulière, à une vision spirituelle ou quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Il y a cette ouverture-là. C'est très intéressant. Puis je me disais que peut-être tout cet aspect-là qu'on porte rejoint aussi votre vision de la métaphysique, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui croit que seulement ça existe sur Terre. Non. Il y a autre chose, hein? Non, moi je suis passionné par l'invisible, pas seulement par le visible. Voilà. Mais je pense que nous tous, on vit des choses, elles sont là, présentes, sensorielles, mais ce qui nous intéresse, c'est quel sens ont les choses, quel sens ont les événements, une naissance, quel sens a une mort, un amour, la fin d'un amour, le début. L'homme a besoin de mettre du sens sur tout ce qui lui arrive. Et donc, en fait, il habille constamment le monde visible d'un monde invisible, qui est le monde du sens. Et c'est ça qui fait mon intérêt pour les grandes spiritualités, parce qu'elles sont des grandes fournisseuses de sens. Vous voyez, souvent, les gens interprètent ce qui leur arrive, habillent de sens leur vécu, avec une inspiration dans les grandes spiritualités ou dans les grandes religions. C'est pour ça que dans mes livres, il y a souvent... un intérêt pour des spiritualités qui ne sont pas les miennes, mais que je regarde avec attention et respect, parce que c'est comme ça aussi que les gens s'habillent de sens. Donnent un sens à leur vie.
Ouais. Donc ça, on est tous en quête du sens et en interrogation même sur le sens qu'on donne aux choses, parce que quand on est dans une tradition, spontanément on délivre la signification de ce qui nous arrive à travers cette tradition, mais on peut aussi la remettre en question, on peut se nourrir d'autres traditions. Et au fond, en sachant que ben voilà, c'est hypothétique, ce sont des actes d'adhésion, c'est des actes du cœur, c'est des valeurs. Vous savez, il n'y a pas de morale rationnelle, hein, on n'a jamais, aucun philosophe n'y est arrivé, même Kant. C'est toujours des options et on y souscrit. Donc il faut avoir l'humilité de savoir qu'on ne sait pas, et puis après, l'humilité d'apporter une réponse, la force de croire en sa réponse, mais savoir aussi qu'il y a d'autres réponses et pouvoir supporter, tolérer, apprécier, observer les autres réponses. En tant qu'auteur, vous devez avoir des rituels d'écriture. Voulez-vous nous en parler? Alors, j'essaye, dès que je prends une habitude, de la casser. Ah, très Ouais, intéressant. parce que je veux pas être prisonnier de moi-même, d'une habitude. Je suis amoureux de ma liberté. Donc, surtout ne pas avoir d'habitude. Par contre, il y a des caractéristiques qui se répètent quand j'écris. OK. Quand je commence un livre, c'est horrible, je m'endors. Je m'endors, je tombe sur la table. Quand je commence à entendre des personnages, je tombe. Et en fait, au début, je me le reprochais, puis j'ai compris en fait que c'était mon chemin. Le sommeil, c'est le couloir qui me fait quitter ma vie et me permet d'arriver à la vie de mes personnages. C'est-à-dire, je pense que mon cerveau change de mode de tension. Et donc, quand je me réveille, après quelques minutes, je suis complètement vaseux. Et c'est dans cet état vaseux que j'entends les personnages et que j'écris. Vous voyez, c'est pas la concentration que j'aurais pour écrire un article ou mener une conversation ou réfléchir à un grand sujet. Non, non, c'est un mode de très très différent où en fait j'accède à l'imaginaire à travers Ça, c'est toujours les premiers jours d'une écriture. Après, l'imaginaire m'a tellement envahi que j'ai plus besoin de passer par le sommeil. Il est tout le temps là. Mon problème dans les jours qui suivent, c'est la vie quotidienne. Parce que, au fond, j'y suis plus, quoi. Je suis tellement dans mon histoire et dans mes personnages. Mais alors, mes proches me pardonnent parce qu'il paraît que je fais tellement d'efforts pour avoir l'air normal que ça les attendrit et qu'ils me pardonnent. Ouf. Mais c'est curieux, hein. Non, mais je trouve ça extrêmement intéressant. C'est comme si vous alliez chercher vos personnages un petit peu dans le rêve. Complètement. Un peu dans le rêve. Oh, wow. Ils existent quelque part, c'est à moi de me pencher et de les trouver. Oui. Vous voyez, comme... Donc, j'ai pas l'impression d'inventer, j'ai l'impression de découvrir. J'ai pas l'impression de créer, j'ai l'impression d'écouter. Et ça me rassure d'ailleurs, ce sentiment-là. Parce que ça vient pas complètement de vous? Ouais. Ah, wow. C'est pas, y a rien de volontaire. Il y a au contraire un abandon de la volonté. Je consens, je lâche prise. Et puis, j'ai l'impression, voilà, j'ai pas l'impression de créer. J'ai juste l'impression d'être attentif à ce qui se passe et à ce qui se dit. Est-ce que vous écrivez la nuit, par exemple? Est-ce que la noirceur vous aide, compte tenu de cet état-là? Ah non, moi, je suis un écrivain du jour. Ça se voit d'ailleurs dans ce que j'écris. Je suis pas un écrivain de la nuit. Même si j'ai écrit un livre qui s'appelle La nuit de feu, où je raconte mon expérience du désert. Dans les nuits, il peut arriver des choses absolument magnifiques. Mais vous voyez, tout de suite, j'ai dit nuit de feu, c'est-à-dire j'ai remis la lumière. Oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, non. Ah non, c'est merveilleux, une journée occupée entièrement par l'écriture, par l'imaginaire, par la création. C'est une belle journée. À la fin de la journée, je suis mort et je pense que le lendemain, je serai mort et que j'aurai plus de force et que c'est fini à jamais et que ce livre ne sera jamais terminé. Enfin, le soir, je suis mais épuisé parce que j'écris des heures et des heures et des heures et des heures. Et le lendemain matin, je me lève pour écrire, tout va bien. Je comprends. Il fallait juste reposer la bête. Et puis, l'esprit est toujours là. Et puis, je suis curieuse de vous poser une autre question. En fait, vous avez eu de nombreux prix.
du Molière, enfin, vous avez tout eu, enfin, beaucoup de choses. Il y en a encore à venir, j'en suis convaincue. Néanmoins, lorsqu'on prend son crayon ou enfin son ordinateur puis qu'on commence à écrire, est-ce que tout ça est un petit poids? Ah, ça, Pas du tout. C'est pas de l'ingratitude, mais alors, parce qu'à chaque fois j'étais heureux, honoré, tous les signes de reconnaissance sont bons. Ben, j'y pense absolument jamais. Jamais. Mais de même que je ne me rends pas compte que j'ai déjà... C'est un journaliste l'autre jour qui m'a dit, vous en êtes à votre 41e volume, si je compte les pièces et tout. Ah, j'ai fait, ah bon. Moi, j'ai l'impression de débuter à chaque fois, parce que j'ai peur à chaque fois. Et puis quand j'aurai plus peur, j'arrêterai. Hein. Ouais. Non, c'est... Alors, quand même, il y a une chose qui change avec le temps, c'est qu'on est plus habile. Oui. Et là, il y a risque. Ah oui, aussi. Il y a risque. Voilà. Et je me souviens très très bien d'une belle interview de Jacques Brel, qui était aussi brillant en interview que dans ses chansons ou sur scène. C'est un homme que j'adore. Et Jacques Brel disait, quand il a arrêté d'écrire des chansons, il a dit qu'au fond, son habileté était plus grande que sa peur. Il avait plus assez peur, donc il arrêtait. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est... oui, je vois l'habileté grandir. Eh bien, je me jette des défis. Oui. C'est-à-dire, je me fais peur, encore plus peur. Comme ça, je vais aussi faire grandir mon habileté, puis je vais de nouveau... Voilà. Grandir. Et maintenant, à chaque livre, il y a un enjeu plus grand, il y a un danger plus grand, une prise de danger. Monter sur scène, c'était me mettre en danger. Voilà. Tout danger est bon à prendre. Mais vous êtes vraiment un être fascinant. Vous acceptez de grandir à chaque œuvre que vous créez. Continuez à grandir. C'est merveilleux. Écoutez, on est extrêmement chanceux de vous avoir au Québec. Pour combien de temps? C'est juste quand? Eh bien, jusqu'au 17 décembre. Jusqu'au 17 décembre. C'est très précieux. Merci beaucoup, Merci, monsieur c'est adorable. Emmanuel Schmitt. C'est adorable. Merci.